Vous avez évoqué l'AfD. Je crois qu'on passera d'une orientation gaucho-écologiste à une dérive clairement autoritaire. Non pas que l'AfD soit mauvaise, mais elle disposera bientôt de moyens inédits par rapport aux anciens gouvernements. Palantir, par exemple? Par exemple, toutes ces données biométriques qui sont centralisées, les monnaies numériques, les flux financiers qui convergent. Pensez-vous que l'AfD mènera l'opposition comme la gauche le fait aujourd'hui contre la droite? Je le crains. Je dirais que là où le gouvernement ou des partis de droite sont déjà au pouvoir, cela confirme malheureusement cette crainte. Alors, nous avons, d'une part, c'est un mensonge de dire que l'esprit du temps autoritaire ou le nouvel autoritarisme menace parce que l'AfD devient forte, parce que nous avons déjà de plus en plus d'éléments autoritaires. Donc, le soi-disant combat contre l'extrême droite est aussi un prétexte pour une transformation autoritaire de la société. Il faut toujours le garder à l'esprit. Mais au moment où l'AfD aurait elle-même ses leviers en main, je suis convaincue qu'elle ne se contenterait pas de les utiliser, mais qu'elle le ferait peut-être même de manière encore plus brutale. On constate par exemple une contradiction flagrante. Monsieur Vers se rend à la conférence sur la sécurité de Munich et prononce un plaidoyer vraiment sympathique en faveur de la liberté d'expression et contre cette censure qui existe de plus en plus en Europe. Concernant les réseaux sociaux, j'ai trouvé tout cela très bien, je pourrais souscrire à beaucoup de ses propos. Je regarde, que fait Trump? Donald Trump fait tout, sauf une politique de liberté d'expression libérale. Au contraire, il veut même placer un représentant du gouvernement directement au conseil d'administration de TikTok. Il met bien sûr les réseaux sociaux en quarantaine, ou parfois ils s'y mettent eux-mêmes parce qu'ils se soumettent volontairement. En réalité, il agit brutalement seulement avec TikTok. Les autres se sont soumis immédiatement, il n'en a pas eu besoin. Donc, Mark Zuckerberg et tous les autres, ils savent très bien, ils peuvent. Donc, ce qu'ils font n'est en fait pas compatible avec la Constitution américaine. Ils surveillent chaque Américain individuellement, ainsi que dans le monde entier. Donc, toutes les personnes qui utilisent ces réseaux sont complètement surveillées. Il existe des profils personnels avec des données détaillées. Tout est enregistré. En fait, l'État devrait l'interdire, ce modèle économique. Donc ces fournisseurs savent très bien que s'ils ne se comportent pas de manière à ce que l'État en tire finalement un avantage, ils risquent des problèmes. En effet, puisqu'il obtient aussi les données et peut exercer un contrôle, ce qui est effectivement favorisé ou non par les algorithmes, pourrait-on leur retirer les bases de leur modèle économique? Et c'est pourquoi ils se jettent maintenant aussi aux pieds de Trump, un peu comme Macron et même certains grands éditeurs. Voilà. Il y avait aussi des journaux qui appartiennent maintenant à Jeff Bezos et à d'autres. Ils se sont vite adaptés, recevant aussi des contrats gouvernementaux pour leurs services cloud. Oui, donc Donald Trump est un exemple, mais on peut aussi regarder du côté de l'Autriche, si vous voulez. À l'époque, on pensait brièvement que Kickl deviendrait chancelier ou chancelier fédéral, juste chancelier, s'il devenait chancelier. Et la première chose qu'il a proposée, c'était de créer de nouveaux bureaux de signalement pour les enseignants qui font de la politique. Bien sûr, il ne parlait pas des enseignants qui voudraient peut-être limiter la migration, mais il a ensuite précisé. Donc ceux qui ont des opinions soi-disant gauchistes ou écologistes, mais je veux dire, sur le fond, c'est la même chose, seul le signe a changé. L'AfD approche désormais les 30% et pour la première fois depuis l'après-guerre, nous avons une vraie opposition. Je suis convaincu que dans quelques années, ce parti sera populaire avec 35 à 40%. Au fond, nous devrions d'abord soutenir l'AfD. Un fer à cheval, une AfD avec la BSW ensemble serait intéressant, mais il faut d'abord remplacer tous ces partis du système, car ils mènent le pays droit dans le mur. Et c'est comme un cartel là-dehors, où vous ne pensez pas, au moment où l'AfD participera au gouvernement, elle deviendra forcément aussi un parti ramolli? Oui, la question est aussi de savoir si ce que l'AfD propose comme changement serait vraiment positif sur certains points et sur d'autres, si cela représenterait une détérioration dramatique. Donc quand je regarde le programme de l'AfD, bien sûr, il y a encore des débats internes au sein du parti, mais au fond, l'AfD est en faveur de ce réarmement brutal. Vous venez de le rappeler et le porte-parole chargé de la défense l'a aussi confirmé. Bien sûr, nous serions menacés et c'est pourquoi nous devrions maintenant procéder à un grand nettoyage. Et en réalité, le principal désaccord, du moins de l'aile Weidel avec le gouvernement fédéral, n'est pas qu'on consacre autant d'argent à l'armement.
Madame Weidel a été la première à dire à l'époque 5%, oui, elle pourrait l'envisager. Le principal désaccord est que cela ne doit pas être financé par la dette. Mais si on ne finançait pas cette course folle à l'armement par la dette, cela voudrait dire qu'il faudrait faire des coupes massives dans la santé, les retraites et toutes sortes de prestations. Donc, je veux dire, l'argent doit bien venir de quelque part. On pourrait encore moins investir dans les communes. Les gens le ressentiraient encore plus fortement. La dette est justement une voie que le gouvernement de Merz emprunte pour que les gens ne soient pas trop touchés directement, mais seulement à long terme. Ils seront donc touchés tôt ou tard. Les dettes devront être remboursées et les intérêts payés, ce qui pèsera sur les futurs budgets. Donc, ce n'est pas non plus très clair, je veux dire, ce n'est pas de l'argent imprimé, mais ce n'est pas ressenti directement. Donc, si l'AfD le faisait, les restrictions seraient immédiatement ressenties par les gens. Le seul point positif serait peut-être une opposition accrue des gens, mais sur le fond, ce ne serait certainement pas positif. Donc, en matière de politique fiscale, vous n'avez pas forcément non plus l'approche selon laquelle, enfin, vous dites aussi vouloir alléger la charge des petits et moyens revenus. Mais surtout, vous voulez vraiment accorder des allègements fiscaux extrêmes à ceux qui se trouvent tout en haut de l'échelle. Et je veux dire, des héritages de centaines de millions, pourquoi devrais-je les exonérer d'impôts? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont exonérés. Donc, ce que je veux dire, c'est que le véritable libéralisme classique a toujours été basé sur la performance et il était en faveur de droits de succession élevés, du moins pour les grandes fortunes. Et ce n'est pas le cas de l'AfD. Elle est vraiment plutôt libertaire à ce niveau-là. C'est pourquoi, en réalité, pour la couche vraiment très riche, elle est plutôt acceptable. Ou elle veut encore plus de privatisation dans le système de santé. Elle ne souhaite pas une régulation plus stricte des loyers. La construction de logements sociaux, ce n'est pas vraiment son truc non plus. Elle a déjà plusieurs points problématiques dans son programme, y compris l'allocation citoyenne. Je dis aussi que c'est impossible d'accepter que des gens profitent du système. Et je veux dire, je trouve aussi qu'il est juste de souligner que sans cette forte migration, les dépenses pour l'allocation citoyenne seraient bien plus basses. Tout cela est clair, mais si on dit en gros de supprimer complètement l'allocation citoyenne et de forcer les gens à travailler, à l'avenir, cela touchera sans doute des centaines de milliers de personnes actuellement sans emploi dans l'industrie. Après 1 an, ils reçoivent l'allocation citoyenne et doivent ensuite effectuer des activités d'utilité publique. L'ingénieur travaillant chez un équipementier automobile devra ensuite s'occuper des espaces verts. Je pense que la plupart des gens ne réalisent même pas vraiment quelles en seraient les conséquences. C'est pourquoi je dirais que si l'AfD gouverne vraiment avec la CDU, ce qui arrivera probablement tôt ou tard. Alors le seul effet positif serait que les gens verraient plus clairement où cela les mènerait. Et je pense qu'elle rejetterait probablement alors plutôt l'aile Krupala, et ce serait alors ce parti plutôt transatlantique que nous avons souvent vu dans d'autres pays aussi. Donc, beaucoup de partis de droite sont ensuite devenus des partis transatlantiques, qui d'un côté sont pour des coupes sociales, mais qui en politique étrangère s'alignent très fortement sur les États-Unis. Ne pensez-vous pas qu'une idée aussi révolutionnaire, attaquant le système social à la tronçonneuse, pourrait avoir du succès ? Je parle de beaucoup de pays. Regardez les Ukrainiens qui sont allés en Pologne. Ils ont reçu 1,50 € par jour. En revanche, ils ont vite trouvé du travail. Alors qu'ici, en Allemagne, des millions de personnes sont en quelque sorte entrées dans le système social et beaucoup considèrent cela comme un mode de vie avec l'intention d'y rester pendant les 20 prochaines années. Ne croyez pas qu'il faille toujours aborder les choses de manière aussi révolutionnaire et radicale. Après 3 mois au maximum, tu touches le revenu citoyen et ensuite tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois alors, d'une manière ou d'une autre, participer à l'entretien des espaces verts, par exemple. En Allemagne, on peut aussi travailler en maison de retraite ou établissement de soins, ce qui peut être positif. Je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Un système social où la moitié du monde peut immigrer. C'est de la folie, aucun pays ne fait ça. C'est pourquoi, à mon avis, toute la question de la migration est toujours mal discutée. Je pense quand même que nous sommes un pays, j'aimerais que nous soyons un peu plus accueillants envers les enfants et que les gens aient plus d'enfants. Mais il y a effectivement cette pyramide des âges. À cet égard, la migration en tant que telle, si elle est contrôlée et si elle concerne des personnes qualifiées qui intègrent le marché du travail, n'est bien sûr pas un problème, donc lorsque ceux qui viennent en Allemagne peuvent le prouver.
C'est ainsi que fait aussi la Suisse. Qu'ils subviennent à leurs besoins, ont un emploi assuré par la sécurité sociale et ne réclament pas de prestations sociales. Oui, ça c'est une toute autre histoire, mais nous avons effectivement commis cette idiotie d'inviter le monde entier dans nos systèmes sociaux. Il faut vraiment regarder les chiffres, donc je l'ai déjà fait une fois. En 2000, 95% des bénéficiaires du Hartz IV étaient étrangers, 15%, et aujourd'hui, 50% des bénéficiaires du revenu citoyen sont étrangers. Et bien sûr, cela a aussi contribué au fait que le revenu citoyen a perdu de sa légitimité aux yeux des gens. Parce qu'évidemment, une prestation qui est majoritairement accordée à des personnes qui ne viennent pas de notre pays n'est alors pas acceptée par la plupart des gens. Beaucoup de personnes ont vraiment besoin du revenu citoyen. Ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux ou qu'ils profitent du système, mais parce qu'ils ne trouvent vraiment pas de travail décent pour diverses raisons et qu'ils ne sont pas employables. Ou bien surtout dans cette crise économique, il n'y a tout simplement pas d'emploi correspondant à leur qualification, ils n'ont aucune chance. Et c'est justement ce que je trouve cynique dans ce débat. Le gouvernement prévoit aussi d'économiser environ 1,5 milliard sur l'allocation citoyenne l'an prochain. Ils affirment vouloir remettre autant de gens au travail alors qu'en réalité c'est l'inverse. 41% des entreprises industrielles ont annoncé qu'elles allaient supprimer des emplois. Et ces personnes qui vont perdre leur emploi, où sont-elles censées aller ? Et je ne veux pas vivre dans une société où si l'on est un ouvrier qualifié qui perd son emploi, parce que le gouvernement est trop incompétent pour mener une politique économique extérieure et énergétique correcte, que je sois ensuite doublement puni en devant entretenir les espaces verts après un certain temps. C'est scandaleux, c'est insupportable. Et je veux dire, ce n'est pas non plus un modèle d'avenir pour l'Allemagne, que maintenant des personnes bien qualifiées vont bientôt livrer des pizzas partout. Mais nous avons besoin de ces qualifications. Et nous devons faire en sorte que l'industrie revienne, qu'il y ait à nouveau des emplois bien rémunérés en Allemagne. Et ensuite, bien sûr, il faudrait orienter les gens vers ces emplois. Mais ce débat sur le revenu citoyen, il est quand même un peu étrange. Et l'Agence française de développement a toujours participé sans jamais vraiment nommer ce problème, n'est-ce pas ? Nous avons des femmes seules avec des enfants de moins de 3 ans, elles n'en reçoivent pas, ou même avec des enfants de plus de 3 ans. Donc une vraie place en crèche à temps plein où l'on peut vraiment travailler du matin au soir. C'est toujours une denrée rare, beaucoup ferment plus tôt ou s'arrêtent. Donc ce n'est au moins pas possible pour toute la journée. Et que fait la femme qui a l'enfant ? Oui, elle doit rester à la maison. Au final, c'est dans l'allocation citoyenne, donc il y a vraiment beaucoup de destins différents qui mènent à l'allocation citoyenne. Et de tout mettre dans le même panier en disant « ce sont soit ceux qui viennent de l'étranger, soit ce sont simplement des fainéants ». C'est vraiment trop simpliste et c'est aussi faux. Parlons un peu de la prochaine idiotie qui circule dehors. Les grands groupes allemands Volkswagen, Porsche et Salzgitter, autrefois symboles d'innovation et d'ingénierie, se tournent désormais vers l'armement. Ils ont complètement perdu leur pari sur la mobilité électrique, toutes leurs usines sont vides, n'est-ce pas ? La faillite totale pour l'industrie allemande ? Oui, c'est effectivement un aveu d'échec. Bien sûr, c'est aussi le cas pour les entreprises qui, ces dernières années, ont préféré racheter leurs propres actions et verser des dividendes plutôt qu'investir dans la recherche et le développement. Nos entreprises ont adopté ce modèle américain, ce qui est en partie malsain. Mais il faut aussi dire que la politique a tout fait ici aussi pour détériorer les conditions cadres, si bien qu'on ne peut pas seulement reprocher cela aux entreprises. Si par exemple je dis aux entreprises de l'industrie automobile « j'interdis le moteur à combustion à partir de 2035 », eh bien il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus de recherche sur les moteurs à combustion à faible consommation en Europe. Parce que s'ils doivent de toute façon partir du principe qu'ils ne pourront plus produire ou vendre, alors cette recherche n'aura pas lieu. Mais cela aurait été un modèle d'exportation car la moitié du monde utilisera encore des moteurs à combustion, faute d'infrastructures pour la mobilité électrique dans de nombreux pays. Et si, en tant qu'Européens ou en tant qu'Allemands, nous avions continué à développer cette compétence particulière dans laquelle nous avons encore une grande avance en termes de savoir-faire technologique, nous aurions eu une chance. La mobilité électrique était en fait une fausse piste pour nous dès le départ, car nous n'avons pratiquement pas les matières premières essentielles pour cela.
Elles ne sont pas ici. Nous avions aussi dès le départ un désavantage en termes de savoir-faire, car par exemple la technologie des batteries se trouvait en Asie du Sud. Bien sûr, on aurait pu dire que nous aurions pu investir davantage dans les cellules de batterie, dans la recherche sur les cellules de batterie. La plupart ont arrêté, il n'y a donc plus de production originale de cellules de batterie en Allemagne. Bosch et d'autres ont arrêté cela. Nous n'avons pas d'écosystème pour la production de puces électroniques. Nous avons certes des producteurs en Europe qui fabriquent des puces, parfois attirés ici grâce à de nombreuses subventions, mais le développement des puces, lui, n'a pas lieu en Europe et encore moins en Allemagne. Et tout cela, y compris les logiciels, ce sont à l'origine principalement des logiciels américains. Cela signifie que tout ce qui concerne la véritable création de valeur d'une voiture électrique ne se passe pas ici. Et nous assemblons simplement tout cela et croire qu'on crée de la prospérité en ne faisant qu'assembler, ce n'est pas le cas. Et le fait que les Chinois aient misé sur la mobilité électrique n'est pas seulement dû au smog dans leur ville ou parce qu'ils sont de fervents défenseurs du climat, mais cela avait surtout une autre raison. Ils l'ont d'ailleurs parfois dit ouvertement qu'ils partaient de ce principe. L'Europe, notamment l'Allemagne, maîtrise la technologie des moteurs à combustion, longtemps jugée inégalable. Ils ont une avance technologique tout simplement parce qu'ils maîtrisent cette technologie depuis presque 150 ans. Oui, 150 ans, parce qu'ils l'ont développée. On ne rattrape pas ça si facilement. Mais pour la mobilité électrique, qui est beaucoup plus simple à bien des égards, la conception des voitures est bien plus facile. Là, ils ont une chance de dépasser les Allemands. Et nous avons toute l'industrie des équipementiers automobiles avec tout leur savoir-faire et maintenant, nous la détruisons délibérément, même avec des subventions publiques. C'est malade, c'est complètement fou. Et cela est ensuite justifié par la politique climatique et honnêtement, je trouve que le débat est vraiment devenu complètement fou. Donc si je dis « je veux la neutralité carbone ici d'ici 2045 », premièrement, personne ne croit vraiment qu'en Allemagne, en 2045, plus personne ne chauffera au gaz ou au fioul, qu'il n'y aura plus de voitures à moteur thermique sur les routes et qu'aucune centrale à gaz traditionnelle ne fonctionnera encore. Ce n'est pas possible, mais surtout, ça devient ridicule quand on dit qu'on le veut. Mais en même temps, on veut devenir la plus grande puissance militaire d'Europe, alors que toute la technologie militaire repose sur les énergies fossiles. Il n'existe ni chars ni jets électriques et cela ne changera pas bientôt. Cela veut dire que ça ne va pas ensemble et c'est justement cela, à mon avis, qui est terrible et que les gens ressentent. Ils ont une politique où une mesure ne correspond pas à une autre, où d'un côté on leur raconte quelque chose. Nous devons agir pour le climat, changer de chauffage et vous interdire la voiture. Et d'un autre côté, nous construisons à grande échelle des usines de chars et de munitions, nous achetons des avions de combat et nous faisons des manœuvres. Et l'un comme l'autre, c'est complètement absurde. Et tout cela revient vraiment à rendre la vie des gens nettement plus difficile. Oui, il y a aussi ces voix Wagenknecht qui affirment que de nombreux politiciens servent des réseaux internationaux et agissent contre leur peuple. Ces dernières semaines, j'ai entendu cette phrase « On nous prépare à la guerre contre la Russie ». Est-ce encore une formule toute faite qui circule pour maintenir les gens dans un état de choc et d'impuissance ? Ou bien y a-t-il aussi un peu de vérité là-dedans ? Alors, je vois un grand danger de guerre et je trouve cela vraiment, vraiment effrayant, mais je ne vois pas le danger de guerre parce que ce n'est pas comme si des cercles obscurs en Russie avaient déjà dans un tiroir un plan pour attaquer l'OTAN et nous envahir. Et ce n'est pas parce qu'ils ne pourraient pas le faire. Bien sûr, il y a aussi en Russie de vrais nationalistes durs, et bien sûr, il y aurait certainement en Russie des gens qui, si c'était militairement possible, annuleraient l'élargissement de l'OTAN à l'Est, qui a été une humiliation pour la Russie. S'il était possible de le faire militairement, ils le feraient, mais ils n'en sont tout simplement pas capables. C'est complètement absurde, et vous le savez aussi. Je veux dire, la direction russe l'a d'ailleurs répété à plusieurs reprises qu'il serait totalement irréaliste d'attaquer l'OTAN. Parce que dans toutes les catégories d'armes conventionnelles, que ce soit les chars, les avions de chasse ou même le nombre de soldats, la Russie est tellement désavantagée face à l'OTAN que ce serait un suicide militaire.
Le danger de guerre vient d'un autre point, à savoir qu'il vient précisément du fait que si l'Europe continue de s'armer de plus en plus, s'il y a de plus en plus de confrontations, alors une guerre peut déjà éclater à cause d'un simple malentendu. Donc, l'année prochaine, ces missiles nucléaires doivent arriver en Allemagne. Enfin, ce ne sont pas exactement ces missiles nucléaires, mais ce sont des missiles d'attaque qui peuvent aussi être équipés d'ogives nucléaires, donc ces armes à moyenne portée. Il suffit que les Russes envoient une et ce sont des armes hypersoniques. Elles sont à Moscou en quelques minutes. Si la Russie pense un jour, même par erreur, que ces missiles sont sur le point d'être lancés, alors ils appuieront d'abord sur le bouton rouge pour empêcher justement un tel lancement. C'est rationnel dans la logique militaire, mais dans ses conséquences politiques et sociales, ce serait la catastrophe, n'est-ce pas ? Nous avançons de plus en plus, nous devenons de plus en plus forts. Le parti de la guerre en Ukraine. On discute sérieusement de l'envoi éventuel de troupes au sol là-bas. Oui, si nous devenons partie prenante de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire si nous entrons en état de guerre directe avec la Russie là-bas, alors la guerre sera bien sûr aussi chez nous. Il y a donc différents facteurs qui pourraient effectivement nous amener à une guerre avec la Russie, mais ce réarmement en fait partie. Donc il ne nous protège pas, il nous met en danger. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent tout simplement pas. Si vous dites maintenant appuyer sur le bouton rouge entre-temps, il y a donc des étapes intermédiaires entre j'efface maintenant la Terre ou je laisse simplement les choses s'aggraver un peu. Et quelque part en Pologne ou ailleurs, un missile équipé d'une ogive nucléaire explose. Expliquez-moi ça. Où est-ce que cela nous mène? Est-ce que ce serait la fin pour nous tous? Existe-t-il d'autres niveaux d'escalade entre les deux? Il y a certainement de nombreux niveaux d'escalade. Je ne pense pas que si nous devions maintenant entrer en guerre avec la Russie d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers l'Ukraine ou autrement, que ce soit directement et que la fin du monde arrive le lendemain, mais d'abord, la Russie réagirait probablement de manière conventionnelle. Cependant, comme la Russie est inférieure en termes d'armes conventionnelles, il est probable qu'une situation se présenterait très rapidement où, selon la doctrine militaire russe, des armes nucléaires seraient alors utilisées. Oui, cela avait été rapporté par le New York Times. Pendant la guerre en Ukraine, les Russes auraient sérieusement envisagé d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Et c'était à l'automne 2022 lorsque les Ukrainiens ont mené cette offensive d'été relativement réussie. En fait, ils ont vraiment repoussé les Russes sur plusieurs kilomètres parce que ceux-ci étaient entrés avec relativement peu de soldats, probablement parce qu'ils avaient calculé la situation d'une toute autre manière. Et la Russie était en train de battre en retraite, et il paraît même que des troupes russes étaient encerclées, et ça devait être ce moment-là. La Russie se sentait, pour ainsi dire, du côté des perdants. Ça devait être le moment où ils ont envisagé cela. Des négociations avec les Américains ont permis aux Russes encerclés de se retirer, ce qui a heureusement été réglé ensuite. Mais cela montre justement à ce moment-là, lorsque la Russie se retrouve en difficulté dans une guerre conventionnelle, il est très probable qu'elle utilise des armes nucléaires. C'est la doctrine militaire russe. Et c'est pourquoi, malheureusement, on peut au moins supposer qu'une guerre entre l'OTAN et la Russie ne sera pas menée à long terme sur un plan conventionnel, elle franchira le seuil nucléaire. À un moment donné, et alors bien sûr ici en Europe ce sera la catastrophe, donc il ne restera plus qu'à partir d'ici aussi vite que possible avant que tout ne soit détruit. Concernant la Russie, tout le monde se donne des airs de champion de la morale et de grands hommes d'État.